Chapitre 4. Le souci personnel qui occupait Lévin pendant sa conversation avec son frère était le suivant. L'année précédente, un jour qu'il était allé surveiller les foins et s'était mis en colère contre son intendant, il avait eu recours, pour se calmer, à son moyen habituel. Prenant la faux d'un paysan, il s'était mis à faucher. Ce travail lui avait tellement plu qu'il s'y était adonné plusieurs fois à la suite. Il avait fauché tout le pré qui s'étendait devant la maison et, cette année-là, dès le printemps, avait projeté de faucher des journées entières avec les paysans. Depuis l'arrivée de son frère, il se demandait s'il exécuterait ce plan. Il avait scrupule à laisser son frère seul toute une journée et il craignait que Serge Ivanovitch ne se moquât de lui. Mais, en traversant le pré, il s'était rappelé les impressions de la fenaison et avait presque décidé de s'y remettre cette année. Après cette discussion irritante, sa résolution lui était revenue en mémoire. « J'ai besoin d'une dépense physique, sinon je vais me gâter complètement le caractère, » songea-t-il, et il décida de faucher, quelque gêne qu'il en éprouva vis-à-vis de son frère ou des autres gens. Ce soir-là, Constantin Lévin se rendit au comptoir. Il donna des instructions pour les travaux et envoya dans les villages faire appel aux hommes pour faucher le plus beau et le plus grand de ses prés, le pré de la Viorne. « Envoyez ma faux à Tite, et dites-lui qu'il l'aiguise et l'emporte demain. J'irai peut-être faucher avec les hommes, dit-il, en s'efforçant de ne pas paraître confus. À vos ordres, dit l'intendant, qui sourit. Le soir, en prenant le thé, Lévin dit à son frère : « Je crois que le temps se met au beau. Demain, je commence les foins. »« J'aime beaucoup ce travail, » dit Serge Ivanovitch. « Moi aussi, énormément. J'ai fauché de temps en temps avec les paysans, et demain je voudrais travailler avec eux toute la journée. » Serge Ivanovitch leva la tête et regarda son frère avec étonnement. « Comment ? Rester avec les paysans, comme l'un d'entre eux, toute la journée ? » ?»« Oui, c'est très agréable, » dit Lévin. « C'est excellent comme exercice physique. Seulement je doute que tu le supportes, » dit Serge Ivanovitch, sans la moindre ironie. « J'ai essayé. C'est dur au début, puis on s'y fait. J'espère ne pas rester en arrière. » « Parfait. Mais dis-moi, comment les moujiks prennent-ils cela ? Ils doivent se moquer un peu de toi et penser que tu es un original. » »« Non, je ne crois pas. C'est un travail si gai et si difficile en même temps qu'on n'a pas le loisir de penser. » »« Comment feras-tu pour dîner avec eux ? C'est difficile de te faire porter là-bas une bouteille de Château Lafite et une dinde rôtie. » »« Bien sûr, je rentrerai lorsqu'ils se reposeront. » Le lendemain matin, Constantin Lévin se leva plus tôt que de coutume, mais il fut retenu par des ordres à donner et, lorsqu'il arriva sur le pré, les hommes avaient déjà fauché le premier andin. De la côte, il apercevait déjà, au pied de la colline, la partie fauchée du pré, couverte d'ombre, avec des bottes de foin gris et des petits tas noirs de cafetan ôtés par les paysans à l'endroit où ils avaient attaqué leur premier andin. À mesure qu'il avançait, il découvrait les moujiks marchant les uns derrière les autres en échelon, qui en cafetan, qui en chemise, et balançant diversement leurs faux. Il en compta 42. Ils avançaient lentement dans le fond raboteux du pré où se trouvait un vieux barrage. Lévin reconnut quelques-uns de ces paysans. Il y avait là, dans une très longue chemise blanche, le vieil Hermile, qui se courbait en balançant sa faux, le jeune Vaska, autrefois cocher de Lévin, qui fauchait avec un grand mouvement des bras. Il y avait là aussi Tite, un petit paysan malingre qui avait appris à Lévin à faire les foins. Il allait de l'avant, sans se voûter, abattant de larges fauches, comme en se jouant. Lévin descendit de cheval et, après avoir attaché près du sentier, rejoignit Tite, qui alla chercher une seconde faux derrière un buisson, et la lui tendit. « Elle est prête, maître. Un vrai rasoir. Elle marche toute seule, » lui dit Tite, qui ôta son chapeau en lui tendant l'instrument avec un sourire.
Lévin prit la faux et l'essaya. Après avoir achevé leur rangée, les moujiks, en nage, quittèrent le travail et vinrent l'un après l'autre, le visage joyeux, saluer leur maître avec de petits rires. Ils le regardaient tous, mais personne ne dit mot jusqu'à ce qu'un grand vieillard au visage glabre et ridé, vêtu d'une jaquette de mouton, se tourna vers Lévin. « Attention, maître. Quand le vin est tiré, il faut le boire, » dit-il, et Lévin entendit des rires contenus parmi les faucheurs. « Je tâcherai de ne pas rester en arrière, » dit-il, en se plaçant derrière Tite et en attendant le moment de commencer. « Prends garde, » répéta le vieillard. Tite avança et Lévin lui emboîta le pas. L'herbe était courte près du chemin, et Lévin, qui n'avait pas fait ce travail depuis longtemps, se sentait gêné par les regards fixés sur lui. Les premiers instants, il témoigna de la maladresse, quoiqu'il eût un geste vigoureux des bras. Il entendait des réflexions derrière son dos. « Elle est mal emmanchée. La poignée est trop haute. Regarde comme il se courbe, » disait l'un. « Appuie plus fort le talon, » disait un autre. « Ce n'est pas mal, ça va. Il s'accoutumera, » reprenait le vieux. Le voilà parti. « Tu fais des fauches trop larges, tu vas te fatiguer. » Rien à dire. Pour soi, on se donne du mal, tu en laisses trop. Pour un travail, fais comme ça. On nous caressait les côtes autrefois. L'herbe était plus molle et Lévin, obéissant sans répondre et s'efforçant de s'acquitter le mieux possible de sa tâche, marchait derrière Tite. Ils firent 100 de pas. Tite avançait toujours sans s'arrêter et sans montrer la moindre lassitude, mais Lévin commençait déjà à redouter de ne plus pouvoir tenir, tant il était fatigué. Il sentait qu'il était à bout de force, et il résolut de demander à Tite de s'arrêter. Mais à cet instant, Tite s'interrompit. Il se pencha, prit une poignée d'herbe et en essuya sa faux qu'il commença à affiler. Lévin se redressa et, poussant un soupir, regarda autour de lui. Un moujik le suivait. Il était visiblement fatigué car, aussitôt, avant de rejoindre Lévin, il s'arrêta et se mit à aiguiser sa faux. Tite affûta sa faux et celle de Lévin et ils se remirent au travail. À la seconde reprise, il en fut de même. Tite avançait après chaque fauche sans s'arrêter ni se fatiguer. Lévin marchait derrière lui, en s'efforçant de ne pas se laisser distancer, mais cela lui devenait de plus en plus difficile. Le moment venait où il sentait qu'il n'en pouvait plus. Alors, à cet instant précis, Tite s'arrêtait et aiguisait. Ainsi, achevèrent-ils le premier andin, qui parut particulièrement pénible à Lévin. Et lorsqu'ils arrivèrent au bout et que Tite, rejetant sa faux sur son épaule, redescendit la bande de près fauchée sur les empreintes laissées par ses talons, et que Lévin fit exactement de même, malgré que la sueur perla à grosses gouttes sur son visage, lui dégoûta du nez et que son dos fut trempé, il se sentait très heureux. Ce qui le réjouissait surtout, c'était de savoir maintenant qu'il tiendrait bon. Son plaisir était gâté cependant par la pensée qu'il faisait du mauvais travail. « Je vais moins balancer les bras, plutôt le torse », se dit-il en comparant la bande tranchée par Tite comme au cordeau à la sienne, coupée et éparpillée en dents de scie. Lévin avait remarqué que Tite avait fauché le premier andin très vite, sans doute pour éprouver son maître. Or, il était particulièrement long. Ensuite, ce fut plus facile, mais Lévin n'en devait pas moins tendre toutes ses forces pour ne pas rester en arrière. Il ne pensait à rien, ne désirait rien, si ce n'est ne pas se laisser distancer, en faire son ouvrage le mieux possible. Il n'entendait que le crissement des faux, et voyait devant lui la silhouette droite de Tite qui s'éloignait, un demi-cercle de prairie, des herbes et des fleurs qui se couchaient d'un mouvement lent et ondulant après du tranchant de sa faux et, plus loin, le bout du pré où venait le repos. Au beau milieu de son travail, sans comprendre ce que c'était ni d'où cela venait, il éprouva une agréable sensation de fraîcheur sur ses épaules brûlantes et trempées de sueur. Il regarda le ciel pendant qu'on aiguisait les faux. Une lourde nuée basse était accourue, et il tombait une averse. Quelques moujiks allèrent mettre leur cafetan. Les autres, comme Lévin, contractaient leurs épaules avec plaisir sous cette douche fraîche. Les andins se succédaient.
les uns longs, les autres courts, avec de la bonne ou de la mauvaise herbe. Lévin perdait toute conscience du temps et ne savait plus s'il était tôt ou tard. Dans son travail intervenait maintenant un changement qui lui procurait une véritable béatitude. En pleine action, des minutes entières s'écoulaient où il oubliait ce qu'il faisait. Il se sentait à son aise et, pendant ces instants-là, sa rangée était aussi régulière et aussi parfaite que celle de Tite. Mais, dès qu'il se rappelait ce qu'il faisait, et commençait à s'efforcer de faire mieux, il sentait aussitôt tout le poids de son travail et s'en acquittait moins bien. Arrivé au bout du pré, il voulut revenir encore une fois sur ses pas, mais Tite s'arrêta et, s'approchant du vieux, lui dit quelque chose à voix basse. Ils regardèrent tous deux le soleil. De quoi peuvent-ils bien parler et pourquoi ne continuent-ils pas ? Se dit Lévin, sans songer que les moujiks travaillaient déjà depuis 4 heures et qu'il était temps de déjeuner. « On va casser la croûte, maître, » dit le vieux. « C'est déjà l'heure ? Bon. » Lévin tendit sa faux à Tite et, traversant avec les moujiks qui allaient chercher leur pain la grande étendue de pré fauché, légèrement arrosée de pluie, il s'approcha de son cheval. Ce fut alors seulement qu'il comprit qu'il s'était trompé dans ses provisions et que la pluie était en train de mouiller son foin. « Le foin va se gâter, » dit-il. « Il n'y a pas de mal, maître. Qui fauche à la pluie fane au soleil, » lui dit le vieux. Lévin détacha son cheval et retourna chez lui prendre son café. Serge Ivanovitch venait de se lever. Lévin but son café et retourna à la fenaison avant que son frère ait eu le temps de s'habiller et de passer dans la salle à manger. Chapitre 5. Après le déjeuner, Lévin ne se trouva plus à la même place, mais entre le vieillard facétieux qu'il avait invité à être son voisin et un jeune moujik, marié depuis l'automne et qui fauchait cet été-là pour la première fois. Le vieux, très droit, avançait à grands pas réguliers, les pieds tournés en dehors et d'un mouvement précis et mesuré qui, apparemment, ne lui coûtait pas plus de peine que de balancer les bras en marchant, abattait avec aisance un haut andin régulier. On eût dit que sa faux fouettait toute seule l'herbe touffue. Derrière Lévin venait le jeune Mishka. Son visage frais et avenant, entouré d'herbes fraîches tressées qui retenaient ses cheveux, était crispé par l'effort. Mais dès qu'on le regardait, il souriait. Il était visiblement prêt à mourir plutôt que d'avouer que le travail était rude. Lévin marchait entre eux. Au plus fort de la chaleur, l'ouvrage lui parut moins pénible. La sueur qui le couvrait le rafraîchissait, et le soleil qui brûlait son dos, son visage et ses bras nus jusqu'au coude lui donnait de l'énergie et de la force. Les minutes d'inconscience où il pouvait ne pas penser à ce qu'il faisait revenaient de plus en plus souvent. Sa faux travaillait toute seule. C'étaient des moments de bonheur. Il se sentait plus heureux encore lorsque, parvenu près de la rivière où aboutissait le pré, le vieux essuyait sa faux avec une poignée d'herbe humide, la plongeait dans l'eau fraîche et remplissait son coffin qu'il tendait à Lévin. « Goûtez, mon kvass, maître. Fameux, hein ?» lui disait-il en clignant de l'œil. Et, en vérité, Lévin n'avait jamais bu de liqueur comparable à cette eau tiède où nageaient des herbes et à laquelle le coffin de fer-blanc donnait un goût de rouille. Aussitôt après, venait la lente et délicieuse promenade, le bras sur la faux, pendant laquelle on pouvait essuyer la sueur qui coulait, respirer à pleine poitrine et porter ses regards sur la longue théorie des faucheurs et sur ce qui se faisait aux alentours, dans la forêt et dans les champs. Plus Lévin fauchait, plus souvent il éprouvait ces minutes d'oubli où ce n'étaient plus ses mains qui maniaient la faux, mais sa faux qui semblait entraîner tout son moi conscient, son corps plein de vie. Comme par enchantement, sans qu'il y prît garde,
La besogne se faisait toute seule, précise, régulière. C'étaient les minutes de plus grande félicité. Les seuls instants pénibles étaient lorsqu'il fallait interrompre ce mouvement devenu inconscient et réfléchir. Lorsqu'il fallait contourner une motte de terre ou une touffe d'oseille non sarclée. Le vieillard s'en acquittait aisément. Lorsqu'il tombait sur une motte de terre, il changeait de mouvement ici. Et ici du talon, là de la pointe de sa faux, attaquait la motte des deux côtés à la fois, à petits coups. Tout en faisant cela, il observait tout ce qui s'offrait à sa vue. Tantôt il arrachait une tige qu'il mangeait ou offrait à Lévin. Tantôt il écartait une branche avec sa faux. Tantôt il regardait un nid de caille, d'où la femelle s'était envolée presque sous sa lame. Tantôt il attrapait une vipère qui s'était trouvée sur son chemin, la brandissait en l'air avec sa faux comme à l'aide d'une fourche, la montrait à Lévin et la jetait au loin. Mais pour Lévin et pour le jeune garçon qui le suivait, cette multiplicité de gestes était malaisée. Accordé à un mouvement machinal, il n'avait pas la force dans le feu du travail d'interrompre ce rythme et, en même temps, d'observer ce qui se présentait devant eux. Lévin ne sentait pas passer le temps. Si on lui avait demandé combien de temps il fauchait, il aurait répondu qu'il y avait une demi-heure. Or, on approchait du dîner. En redescendant du bout du pré, le vieux attira l'attention de Lévin sur les fillettes et les petits garçons qui, de différents côtés, presque cachés par les hautes herbes, accouraient vers les faucheurs, portant des pains dans des besaces et des cruchons de kvass bouchés avec un chiffon qui pesait à leurs petits bras. « Voilà les moucherons, dit-il en les montrant, et, s'abritant les yeux de la main, il regarda le soleil. Ils fauchèrent encore de rangées, puis le vieillard s'arrêta. « Allons, maître, il faut dîner, dit-il d'un ton résolu. Une fois arrivés à la rivière, les faucheurs redescendirent vers les cafetans, auprès duquel les attendaient les enfants qui leur avaient apporté leur repas. Les hommes se groupèrent, les plus éloignés à l'ombre des télègues, les plus proches sous un buisson de cytises où ils avaient entassé de l'herbe. Lévin s'assit auprès d'eux. Il n'avait pas envie de s'en aller. Nul n'éprouvait plus de gêne en sa présence. Les moujiks se préparaient pour le dîner. Les uns se lavaient, les jeunes gens se baignaient dans la rivière, les autres aménageaient un endroit pour la sieste, ouvraient les sacs de pain, débouchaient les cruchons de kvass. Le vieux émietta du pain dans une écuelle, écrasa avec le manche de sa cuillère, l'arrosa avec l'eau de son couffin, coupa encore des tranches de pain, saupoudra le tout de sel et se mit à prier en se tournant vers l'Orient. « Hé, maître, venez goûter de ma panade, dit-il en s'agenouillant devant son écuelle. La soupe était si savoureuse que Lévin renonça à rentrer dîner chez lui. Il partagea le repas du vieux et s'entretint avec lui de ses affaires domestiques auxquelles il témoigna le plus vif intérêt. De son côté, il fit part au vieux de ses projets en lui donnant tous les détails qui pouvaient l'intéresser. Il se sentait plus près de lui que de son frère et souriait involontairement de la tendresse qu'il éprouvait pour cet homme. Puis le vieillard se releva, pria et se recoucha sous le buisson, après s'être fait un oreiller d'herbe. Lévin en fit autant et, malgré les mouches collantes et obstinées et les petits scarabées qui chatouillaient son visage et son corps couvert de sueur, il s'endormit aussitôt et ne se réveilla que lorsque le soleil, tournant le buisson, l'atteignit. Le vieux ne dormait plus depuis longtemps. Il était assis et aiguisait les faux de ses jeunes camarades. Lévin regarda autour de lui et ne reconnut pas l'endroit. Tout était transformé. Une énorme étendue de pré était fauchée et brillait d'un éclat spécial, nouveau, avec ses andins déjà odorants sous les rayons obliques du soleil déclinant. Et les herbages, couchés au bord de la rivière, et la rivière elle-même, invisible auparavant, maintenant brillant comme de l'acier sous ses méandres, et les hommes allant au travail ou se relevant, et la muraille abrupte de l'herbe encore sur pied, et les éperviers qui planaient au-dessus du pré dénudé. Tout cela était entièrement nouveau. Lorsqu'il eut rassemblé ses esprits, Lévin calcula la quantité d'herbes fauchées
et ce qu'on pouvait encore faire dans la journée. Ces 42 hommes avaient fait un travail considérable. Tout le grand pré sur lequel, à l'époque du servage, 30 hommes peinaient pendant 2 jours, était déjà fauché. Ne restaient debout que de petites étendues d'herbe dans les coins. Mais Lévin voulait abattre le plus de besogne possible ce jour-là, et il ressentit du dépit contre le soleil qui descendait si tôt. Il n'éprouvait nulle fatigue. Il n'avait qu'un désir, travailler de plus en plus vite, et le mieux possible. Si nous fauchions encore le coteau de Machka, qu'en penses-tu ? Dit-il au vieux. Si Dieu le permet, le soleil n'est pas bien haut, il y aura bien un petit verre pour les gars. Pendant le goûter, lorsqu'ils se rassirent et que les fumeurs allumèrent leurs pipes, le vieux annonça aux hommes que s'ils fauchaient le coteau de Machka, ils auraient de la vodka. Pourquoi pas ? Va de l'avant, dites. Nous allons enlever ça en un tournement. On mangera ce soir. Conduis-nous, dirent des voix, et, après avoir achevé leur pain, les faucheurs se mirent en route. Allons, les enfants, courage, dit Tite, et il partit en avant, presque au pas de course. Va, va, dit le vieux, qui se hâta à sa suite et le rattrapa aisément. Fais attention, je vais te donner de ma faux. Vieux et jeunes fauchaient à qui mieux. Mais quelle que fût leur hâte, ils n'abîmaient pas l'herbe, et les andins se couchaient toujours aussi nets et aussi réguliers. Le coin d'herbe qui restait sur pied fut tranché en 5 minutes. Les derniers hommes terminaient leur rangée, que ceux de devant jetaient leurs cafetans sur leurs épaules et traversaient la route en direction du coteau de Machka. Après un court conciliabule, pour savoir si on le prendrait en long ou en large, Prochor Hermilin, faucheur renommé, paysan de très grande taille aux cheveux et à la barbe noire, prit les devants. Il faucha le premier andin et revint sur ses pas, tous alors de suivre ses traces en descendant dans le ravin, puis en gravissant la colline jusqu'à la lisière du bois. Le soleil avait disparu derrière les arbres. La rosée tombait déjà. La lumière n'éclairait plus que le faîte de la colline, dans le fond, où la brume s'élevait et, sur l'autre versant, les faucheurs avançaient dans une ombre fraîche et humide. Le travail allait bon train. L'herbe aux odeurs d'épices s'abattait de haut avec un bruit mou. Les faucheurs étaient un peu à l'étroit, les coffins brinque-ballés, les faux s'entrechoquaient ou crissaient sous la pierre à aiguiser, et les hommes s'interpellaient gaiement, se stimulant l'un l'autre. Lévin marchait toujours entre le jeune garçon et le vieux. Le vieux, qui avait endossé sa veste de mouton, était toujours aussi gai, railleur et libre de ses mouvements. Dans le bois, on rencontrait à chaque instant dans l'herbe grasse des champignons juteux que les faux tranchaient. Mais le vieux, chaque fois qu'il en apercevait un, se baissait, le cueillait et le mettait dans sa chemise. « Encore un petit cadeau pour la vieille », disait-il en guise de commentaire. L'herbe tendre et humide se fauchait facilement, mais il était pénible de descendre et de remonter le talus escarpé du ravin. Cela ne gênait pas le vieux. Balançant sa faux du même mouvement, il grimpait la pente à petits pas, solidement campé sur ses pieds chaussés de sandales d'écorce de bouleau. Quoiqu'il tremblât de tout son corps, le pantalon descendu plus bas que la chemise, il ne négligeait sur sa route ni une herbe, ni un champignon, et continuait à plaisanter avec Lévin et avec les moujiks. Lévin, qui marchait derrière lui, croyait à tout instant qu'il allait tomber en grimpant avec une faux sur une colline abrupte qu'il eût déjà été malaisé d'escalader les mains libres. Mais il continuait à monter et faisait ce qu'il fallait. Il sentait qu'une force extérieure le soutenait. Chapitre 6.
Une fois les dernières herbes du coteau de Machka fauchées, on remit les cafetans et on retourna gaiement à la maison. Lévin monta sur son cheval et, après s'être séparé à regret des moujiks, revint chez lui. Sur le haut de la colline, il jeta un regard en arrière. Les hommes avaient disparu dans la brume qui montait les bas-fonds. On n'entendait que leurs voix joyeuses et rudes, leurs rires et le tintement des faux qui se heurtaient. Serge Ivanovitch avait fini de dîner depuis longtemps et buvait une citronnade glacée dans sa chambre, en parcourant les journaux et les revues qu'il venait de recevoir, lorsque Lévin, les cheveux emmêlés et collés au front par la sueur, le dos et la poitrine trempés, fit gaiement irruption dans sa chambre. « Tu sais, nous avons fauché tout le pré. Ah, c'était merveilleux. C'est extraordinaire. Et toi, qu'as-tu fait ?» dit-il. Il avait complètement oublié la conversation désagréable de la veille. « Grand Dieu, de quoi as-tu l'air ?» lui dit Serge Ivanovitch qui, la première minute, regarda son frère de la tête aux pieds d'un air mécontent. « Et la porte ? Ferme donc la porte !» s'écriait-il. « Tu en as sûrement laissé entrer une douzaine. » Serge Ivanovitch avait horreur des mouches. Il n'ouvrait ses fenêtres que la nuit et fermait soigneusement sa porte. « Mais non. Et s'il en est entré une, je l'attraperai. Tu ne peux savoir quel plaisir j'ai éprouvé. Et toi, comment as-tu passé la journée ? » ?»« Très bien. Mais tu n'as pas fauché tout ce temps-là. Tu dois avoir une faim de loup, je suppose. Cosme t'a tout préparé. »« Non, je n'ai pas faim. J'ai mangé là-bas. Mais je vais aller me laver. »« Va, je te rejoins tout de suite, » dit Serge Ivanovitch en hochant la tête et en regardant son frère. « Va vite, » ajouta-t-il en souriant, et, après avoir rangé ses livres, il se disposa à quitter sa chambre. Il se sentait gai, brusquement, et ne voulait pas quitter son frère. « Où es-tu allé pendant la pluie ? » ?»« Quelle pluie ? Il est à peine tombé quelques gouttes. Attends, je reviens. » »« Alors, tu es content de ta journée ? » ?»« C'est parfait. » Et Lévin partit s'habiller. 5 minutes plus tard, les frères se retrouvèrent dans la salle à manger. Lévin croyait qu'il n'avait pas faim et il ne s'était mis à table que pour ne pas vexer comme. Mais dès qu'il eut commencé à manger, il trouva le dîner particulièrement bon. Serge Ivanovitch le regardait en souriant. « Ah, oui, il y a une lettre pour toi, » dit-il. « Cosme, va la chercher là-bas, je t'en prie, et prends bien garde de fermer la porte. » La lettre était d'Oblonsky. Lévin la lut à haute voix. Oblonsky écrivait de Pétersbourg. « Je viens de recevoir une lettre de Dolly, qui est à Egouchovo. Tout y va de travers. Et l'aimabilité de passer par là et de l'aider de tes conseils, toi qui sais tout. Elle sera si heureuse de te voir. Elle est toute seule, la pauvre. Ma belle-mère et tous les autres sont encore à l'étranger. »« Ah, très bien, j'irai certainement, » dit Lévin. « Tu devrais venir avec moi. C'est une si gentille femme, n'est-ce pas ? » ?»« Il n'habite pas loin d'ici ? À une 30aine de verstes, peut-être, 40. Mais la route est excellente. Ce sera une course très agréable. »« Très volontiers, » dit Serge Ivanovitch, toujours souriant. La vue de son frère cadet le disposait à la gaieté. « Quel appétit tu as !» dit-il en regardant, tandis qu'il se penchait vers son assiette. Son visage et son cou hâlés et rougis par le soleil. « Excellent ! Tu ne saurais croire combien ce régime est efficace contre toute espèce de sottise. Je veux enrichir la médecine d'un nouveau terme. Arbeitskur. Mais tu n'en as pas besoin, il me semble. Non, mais c'est pour soigner différentes maladies nerveuses. C'est une expérience à faire. Tu sais, je voulais te voir faire les foins, mais la chaleur était tellement intolérable que je n'ai pas dépassé la forêt. Je m'y suis attardé et suis allé à travers le bois au village, où j'ai rencontré ta nourrice, que j'ai sondée au sujet de l'opinion que les moujiks ont de toi. À ce que j'ai compris, ils ne t'approuvent pas. Elle m'a dit « Ce n'est pas l'affaire des maîtres. »
J'ai l'impression que le peuple se fait des idées très arrêtées sur l'activité des maîtres, et ils n'admettent pas que ceux-ci sortent des limites qui leur sont assignées. Peut-être, mais c'est le plus grand plaisir que j'ai jamais éprouvé de ma vie. Et il n'y a là rien de mal, n'est-ce pas ? Dit Levin. Que faire si cela leur déplaît ? D'ailleurs, je crois que cela n'a pas d'importance. Ce n'est pas ton avis ? En somme, reprit Serge Ivanovitch, je vois que tu es satisfait de ta journée. Ravi. Nous avons fauché tout le pré, et je me suis lié d'amitié avec un vieux délicieux. Tu ne peux t'imaginer combien il est charmant. Bon. Moi aussi, je suis content. Tout d'abord, j'ai résolu 2 problèmes d'échecs, dont l'un est très joli. On attaque avec un pion. Je te montrerai. Et ensuite, j'ai pensé à notre conversation d'hier. Quoi ? Quelle conversation ? Dit Levin qui, en fermant à demi les yeux, se prélassait béatement, son dîner terminé, et n'avait décidément pas la force de se rappeler de quelle conversation il s'agissait. Je trouve que tu as en partie raison. Notre divergence d'opinion tient à ce que tu prends l'intérêt personnel pour mobile, tandis que je prétends que tout homme, à un certain degré de culture, doit s'intéresser au bien public. Peut-être que tu as raison aussi en disant qu'il est préférable que l'activité matérielle y soit intéressée. Somme toute, tu es une nature trop primesautière, comme disent les Français. Tu veux une activité passionnée, énergique, ou rien. Levin écoutait son frère et ne comprenait absolument rien de ce qu'il disait. Il ne cherchait même pas à comprendre. Il craignait seulement que son frère ne lui posât une question qui révélerait qu'il n'avait rien entendu. « N'est-ce pas, mon ami ?» dit Serge Ivanovitch en lui touchant l'épaule. « Oui, bien entendu. Et d'ailleurs, je ne m'entête pas, » répondit Levin avec le sourire d'un enfant qui se sent coupable. « À quel propos avons-nous bien pu discuter ?» se disait-il. « Naturellement, j'ai raison et lui aussi, et tout est pour le mieux. Mais il faut que j'aille au bureau donner des ordres. » Il se leva et s'étira en souriant. Serge Ivanovitch sourit aussi. « Si tu veux faire un tour, sortons ensemble, » dit-il. Il ne désirait pas se séparer de son frère, dont se dégageait tant de vaillance et de fraîcheur. « Passons au bureau, si tu en as besoin. »« Ah, saint du paradis !» s'écria Levin d'une voix si forte que Serge Ivanovitch prit peur. « Quoi ? Qu'est-ce qui te prend ? Et la main d'Agathe Mikhailovna ?» dit Levin en se frappant le front. « Je l'avais oubliée. Elle va beaucoup mieux. »« Ah bon ? Mais je vais tout de même courir chez elle. Je serai revenu avant que tu aies le temps de mettre ton chapeau. » Et il descendit l'escalier, 4 à 4, en faisant grincer ses talons. Chapitre 7. Stepan Arkadievitch était parti à Pétersbourg, remplir ce devoir naturel aux fonctionnaires, quoique incompréhensible pour ceux qui ne le sont point, et indispensable pour faire carrière. Se rappeler aux souvenirs du ministre. Il avait emporté presque tout l'argent du ménage et passé agréablement le temps aux courses ou dans les villas des environs. Dolly, elle, était allée s'installer avec les enfants à la campagne, afin de restreindre autant que possible leurs dépenses. Elle s'était rendue à Ergoutchovo, village qu'elle avait reçu en dot et dont la forêt avait été vendue au printemps. Cette terre se trouvait à 50 verstes de Pokrovskoye. La vieille maison d'Ergoutchovo était détruite depuis longtemps et, à l'époque du prince, on en avait restauré et agrandi une des ailes. Ce bâtiment était spacieux et commode 25 ans plus tôt, lorsque Dolly était enfant, bien qu'il se présentât de biais à l'allée d'accès et fût exposé au sud. Mais maintenant, il était vétuste et délabré. Lorsque Stepan Arkadievitch était allé au printemps pour vendre le bois, Dolly lui avait demandé de visiter la maison et d'ordonner les réparations nécessaires.
Soucieux, comme tous les maris coupables, du confort de sa femme, Stepan Arcadievitch avait inspecté lui-même les lieux et avait donné ses instructions. Selon lui, il fallait recouvrir tous les meubles de cretonne, poser des rideaux, sarcler le jardin, construire un petit pont à côté de l'étang et planter des fleurs. Mais il avait oublié un grand nombre de détails indispensables, dont la privation se fit cruellement sentir à Daria Alexandrovna. Stepan Arcadievitch avait beau s'efforcer d'être un père et un mari attentionné, il oubliait toujours qu'il avait une femme et des enfants. Il avait des goûts de célibataire, et c'était eux seuls qui le guidaient. Une fois revenu à Moscou, il annonça avec fierté à sa femme que tout était prêt, que la maison serait un bijou et qu'il lui conseillait vivement d'y partir. Le départ de sa femme à la campagne convenait à Stepan Arcadievitch sous tous les rapports. Les enfants s'y porteraient mieux, cela réduirait les dépenses et il serait plus libre. Quant à Daria Alexandrovna, elle jugeait ce changement de résidence indispensable pour les enfants, particulièrement pour une de ses filles qui tardait à se rétablir de sa scarlatine et, enfin, pour être délivrée des petites humiliations, des petites dettes aux marchands de bois, aux poissonniers et aux cordonniers qui la faisaient souffrir. En outre, ce départ la séduisait parce qu'elle rêvait d'attirer dans sa propriété de campagne sa sœur Kitty, qui devait revenir de l'étranger au milieu de l'été et à qui on avait recommandé les bains. Kitty lui avait écrit des eaux que rien ne lui souriait autant que de passer l'été avec Dolly à Ergoutchevo, plein de souvenirs d'enfance pour toutes deux. Les débuts du séjour à Ergoutchevo furent très durs pour Dolly. Elle y avait vécu pendant son enfance et avait gardé l'impression que la campagne était le remède à tous les désagréments de la ville, que la vie là-bas y était moins brillante. Et Dolly se faisait aisément à cette idée, mais aussi plus confortable et moins coûteuse. On y trouvait de tout, à bon marché, et les enfants y auraient toutes leurs commodités. Mais lorsqu'elle fut arrivée dans sa terre, en maîtresse de maison, elle vit que tout était bien différent de ce qu'elle avait imaginé. Le lendemain de son arrivée, il tomba une averse pendant la nuit. L'eau s'infiltra dans le corridor et dans la chambre des enfants, et il fallut transporter les petits lits dans le salon. On ne put embaucher de cuisinière pour les domestiques. Sur les 9 vaches, il se trouva, au dire de la vachère, que les unes étaient pleines, les autres à leur premier veau, les troisièmes trop vieilles. D'aucune n'avait le pied ratatiné. On manquait donc de beurre et de lait pour les enfants. Il n'y avait pas d'œufs. Impossible de trouver une poule. On employait pour les rôtis et les bouillons de vieux coqs racornis à la chair violette. Personne pour laver les planchers. Toutes les femmes étaient aux pommes de terre. On ne pouvait faire de promenade en voiture car un des chevaux, rétif, ruait dans les brancards. Nul endroit où se baigner, le bétail avait piétiné les berges de la rivière et on y était en vue des passants. On ne pouvait même pas se promener car les bêtes pénétraient dans le jardin par la clôture brisée et il y avait dans le troupeau un taureau terrible qui mugissait et qui était capable de donner des coups de corne. Pas d'armoire où ranger les vêtements, ou, s'il y en avait, elles fermaient mal et s'ouvraient toutes seules quand on passait devant. Pas de marmite, pas de terrine, pas de chaudron pour la buanderie, même pas de planche à repasser pour les servantes. Devant ce désastre, Daria Alexandrovna, au lieu de jouir du calme et du repos, fut les premiers temps au désespoir. Après de multiples démarches, elle se vit dans une situation sans issue et retenait à chaque instant les larmes qui lui venaient aux yeux. L'intendant, ancien vaguemestre que Stepan Arcadievitch avait pris en affection pour ses manières déférentes et sa belle prestance, et promu au rang de Suisse à celui de régisseur, ne prenait aucune part au malheur de Daria Alexandrovna. Il disait respectueusement « Il n'y a rien à faire avec des gens pareils » et ne cherchait nullement à l'aider. La situation semblait inextricable, mais dans la maison des Oblonsky, comme dans toutes les maisons de famille, il y avait un personnage effacé mais très important et très utile, Matrena Filimonovna. Elle rassura sa maîtresse, lui assura que tout se tasserait. L'expression était d'elle,
et Matvei la lui avait empruntée. Et sans se presser, ni s'agiter, elle agissait. Elle fit sans tarder connaissance avec la femme du commis. Et le premier jour, elle prit le thé avec cette personne et son époux sous les acacias, et ils passèrent la situation en revue. Bientôt, un club fut fondé sous ces acacias. Grâce à ce club, qui se composait de la femme du commis, de l'ancien et du teneur de livres, les difficultés de la vie s'aplanissaient petit à petit. Au bout d'une semaine, tout s'était bel et bien tassé. On avait réparé le toit, trouvé une cuisinière, commère de l'ancien. On acheta des poules et des vaches. Les vaches se mirent à donner du lait. On consolida la clôture du jardin avec des perches, le charpentier installa la buanderie. On mit des crochets aux armoires qui cessèrent de s'ouvrir impestivement, et la planche à repasser, recouverte de draps de soldats, fut appuyée d'un côté sur la commode, de l'autre sur le bras d'un fauteuil, et l'odeur des fers chauds se répandit dans la pièce des servantes. « Vous voyez ? Et vous qui vous découragiez, dit Matrena Filimonovna en montrant la planche. On construisit même une cabine de bain avec des cloisons de paille tressée. Lily commença à se baigner et l'espoir qu'avait Daria Alexandrovna d'une vie sinon tranquille, du moins confortable, se réalisa en partie. Tranquille, Daria Alexandrovna ne pouvait l'être avec 6 enfants. L'un tombait malade, l'autre pouvait attraper sa contagion. Le troisième manquait de ceci, le quatrième montrait des symptômes d'un mauvais caractère, etc. C'était rare qu'elle connût de brèves périodes de calme, mais ses soucis et ses inquiétudes étaient le seul bonheur accessible à Daria Alexandrovna. Si elle n'avait pas eu cela, elle serait demeurée seule, avec la pensée de son mari qui ne l'aimait plus. De plus, quelque pénible que fût-ce pour une mère l'appréhension des maladies, les maladies elles-mêmes et le chagrin que lui causait l'apparition de mauvais penchants chez ses enfants. Ceci lui apportait en dédommagement quelques petites joies. Ces joies étaient si minces qu'elles disparaissaient comme l'or dans le sable. Dans les mauvaises périodes, elle ne voyait plus que le sable. Mais elle avait aussi de bons moments, où elle ne voyait plus que l'or. Maintenant, dans la solitude de la campagne, elle prenait de plus en plus fréquemment conscience de ses joies. Souvent, en regardant ses enfants, elle faisait tous les efforts possibles pour se convaincre qu'elle se trompait, qu'elle était trop partiale. Mais elle ne pouvait s'empêcher de penser qu'il était rare de rencontrer 6 enfants aussi charmants, chacun dans son genre. Elle était alors heureuse et fière. Chapitre 8. À la fin de mai, lorsque tout fut installé, vaille que vaille, elle reçut une réponse de son mari à une lettre où elle se plaignait de ses tracas domestiques. Il lui demandait pardon de n'avoir pas pensé à tout et lui promettait de venir à la première occasion. L'occasion ne se présenta pas et Dolly passa seule le mois de juin. Dimanche, pendant le carême de la Saint-Pierre, Daria Alexandrovna emmena tous ses enfants communier. Daria Alexandrovna, dans ses entretiens philosophiques intimes avec sa sœur, sa mère, ses amis, les étonnait souvent par son indépendance à l'égard de la religion. Elle croyait fermement à la métempsychose et s'inquiétait fort peu des dogmes de l'Église. Mais, dans sa famille, elle observait scrupuleusement tous les commandements de l'Église, non seulement pour donner l'exemple, mais du fond du cœur. Elle se tourmentait de ce que les enfants ne fussent pas allés communier depuis près d'1 an et, avec la pleine approbation de Matrena Filimonovna, elle décida d'accomplir ce devoir au cours de l'été. Plusieurs jours à l'avance, elle s'inquiéta de la toilette des enfants. Les robes furent terminées, transformées, lavées. On défit les ourlets, on rajouta des volants, les boutons, des nœuds de ruban. La robe de Tania, dont l'anglaise s'était chargée,
fit faire bien du mauvais sang à Daria Alexandrovna. Les emmanchures étaient trop hautes, les pinces du corsage mal placées. Tania faisait peine à voir, tant sa robe lui remontait les épaules. Matrela Filimonovna s'avisa d'y mettre les empiècements et de rajouter une petite pèlerine. Les dégâts étaient réparés, mais on faillit se brouiller avec l'anglaise. Tout était cependant en ordre le lendemain matin et, sur les 9 heures, on avait prié le prêtre de rester après la messe. Rayonnant de joie, les enfants, parés de tous leurs atouts, attendaient leur mère devant la calèche, près du perron. Grâce à l'entremise de Matrena Filimonovna, on avait remplacé le moro rétif par le cheval bai du commis. Et Daria Alexandrovna, retardée par les soins de sa toilette, sortit de la maison en robe de mousseline blanche. Daria Alexandrovna s'était coiffée et habillée avec soin, avec émotion. Autrefois, elle s'habillait pour elle-même afin d'être jolie et de plaire. Maintenant qu'elle vieillissait, il lui était de plus en plus pénible de faire toilette, car elle voyait qu'elle avait enlaidi. Mais, depuis quelque temps, elle trouvait de nouveaux plaisirs à s'habiller. Ce n'était plus pour elle-même, pour être belle, qu'elle se parait, mais pour ne pas gâter l'impression générale, en tant que mère de ses enfants charmants. Après avoir jeté un dernier coup d'œil à son miroir, elle fut contente d'elle. Elle était jolie. Pas aussi jolie qu'elle désirait l'être naguère au bal, mais suffisamment pour que le but qu'elle se proposait. Il n'y avait personne à l'église, excepté les moujiks, les domestiques et leurs femmes. Mais Daria Alexandrovna vit ou crut voir l'admiration soulevée par son passage et celui de ses enfants. Ceux-ci, délicieux dans leurs vêtements de fête, se conduisirent très bien. À vrai dire, la tenue d'Alyosha laissait à désirer. Il se retournait sans cesse pour voir l'effet que faisaient les pans de sa veste, mais il fut tout de même extrêmement gentil. Tania se tenait comme une grande fille et surveillait les plus petits. Quant à la Benjamine, Lily, elle était adorable avec son étonnement naïf devant tout ce qu'elle voyait, et il fut difficile de ne pas sourire quand, après avoir reçu la communion, elle dit au prêtre « Please, some more ». En rentrant à la maison, les enfants, qui sentaient qu'un événement solennel venait de s'accomplir, furent très sages. Tout se passa bien jusqu'au déjeuner. Mais, à table, Gretcha se mit à siffler et, ce qui était pire que tout, refusa d'obéir à l'anglaise. On le priva de dessert. Daria Alexandrovna n'aurait pas sévi un jour pareil si elle avait été là, mais il fallait soutenir l'anglaise et elle maintint la sanction. Cela gâta un peu la joie générale. Gretcha pleurait en disant que Nicolas avait sifflé aussi et qu'on ne l'avait pas puni, qu'il ne pleurait pas parce qu'il n'était privé de sa tarte, ce qui lui était bien égal, mais parce qu'on était injuste avec lui. C'était part trop triste. Daria Alexandrovna décida de demander à l'anglaise le pardon de Gretcha et se dirigea vers la chambre de la gouvernante. Mais, comme elle traversait la galerie, elle vit une scène qui remplit son cœur d'une telle joie que les larmes lui vinrent aux yeux et qu'elle prit sur elle de pardonner au coupable. Celui-ci était assis dans la galerie, près d'une fenêtre en coin. Tania se tenait près de lui, une assiette à la main. Sous prétexte de faire la dînette à ses poupées, elle avait demandé à l'anglaise la permission de porter sa part de tarte dans la chambre d'enfant, et elle l'avait apportée à son frère. Tout en continuant à pleurer sur l'injustice du châtiment qu'il subissait, il mangeait la tarte et disait à travers ses sanglots « Mange-en, toi aussi. Nous allons la manger tous les deux. » Tania, pleine de compassion pour son frère et consciente d'avoir accompli un geste noble, avait les larmes aux yeux. Cela ne l'empêchait pas d'accepter l'offre de son frère et de manger sa part. En apercevant leur mère, ils prirent peur, mais comprirent, à son visage, qu'ils agissaient bien et se mirent à rire. Ils essuyèrent avec leurs doigts leur bouche pleine de tarte et se barbouillèrent la figure de larmes et de confiture. « Sainte Mère de Dieu, ta robe blanche, Tania, Gretcha !» disait leur mère, s'efforçant de protéger leurs vêtements, mais
leurs yeux pleins de larmes. Elle avait un sourire heureux et triomphant. On ôta les vêtements neufs, on fit endosser aux petites filles des blouses, aux garçons des vestes usées, et on fit atteler le char à banc. Au grand dépit du commis, on attela de nouveau le bê au timon, pour aller à la cueillette des champignons et au bain. La chambre d'enfant retentit de glapissements excités jusqu'au moment du départ. On ramassa toute une corbeille de champignons. Lily elle-même en trouva un. Auparavant, il fallut que Miss Hull les lui désignât, mais aujourd'hui, elle avait trouvé toute seule un gros bolet, et tous avaient poussé un cri d'enthousiasme. « Lily a trouvé un bolet !» Ensuite, on revint vers la rivière. On avait arrêté les chevaux sous les bouleaux et on alla au bain. Le cocher, Terence, après avoir attaché à un arbre les chevaux qui battaient leurs flancs de leur queue pour éloigner l'étang, s'étendit sur l'herbe à l'ombre d'un bouleau et alluma sa pipe. De la cabine de bain lui parvenaient les cris de joie des enfants. Quoiqu'il fût très absorbant de surveiller tous les enfants et de les empêcher de faire des sottises, très difficile de s'y retrouver dans tous ces bas, pantalons et souliers de tailles différentes, de déboutonner, délacer, puis boutonner, et lacer, faveur et boutons. Daria Alexandrovna, qui avait toujours aimé les bains et qui les jugeait nécessaires pour ses enfants, n'éprouvait jamais tant de plaisir qu'à ses baignades avec toute sa progéniture. Tendre les bas sur toutes ses petites jambes potelées, prendre ses bras et plonger dans l'eau ses minces corps nus et entendre les cris de joie ou de frayeur. Voir les visages rouges, à la fois apeurés et ravis, de tous ces chérubins tandis qu'ils s'aspergeaient d'eau était pour elle une vive jouissance. Pendant qu'on rhabillait les enfants, des paysannes endimanchées qui cherchaient de l'euphorbe et de l'herbe au goutteux s'approchèrent timidement de la cabine de bain. Matrela Filimovna en appela une pour lui donner à faire sécher un drap et une chemise qui étaient tombés à l'eau, et Daria Alexandrovna engagea la conversation avec ses femmes. Celles-ci, qui riaient tout d'abord derrière leurs mains sans comprendre les questions, s'enhardirent bientôt et gagnèrent le cœur de Daria Alexandrovna par leur sincère admiration devant les enfants qu'elle se montrait du doigt. « Regarde celle-là, comme elle est belle, blanche comme du sucre », disait l'une d'elles en contemplant Tania. « Mais elle est un peu maigre », ajouta-t-elle en hochant la tête. « Oui, elle a été malade. »« Et celui-ci, vous le baignez aussi ?» dit une autre en montrant le bébé. « Non, il n'a que 3 mois, » répondit Daria Alexandrovna avec fierté. « Voyez-moi ça. Et toi, tu as des enfants ? J'en avais 4, il ne m'en reste que 2, un garçon et une fille. Je les sevrai juste avant le carême. Quel âge a-t-elle ? Bientôt 2 ans. Pourquoi l'as-tu nourrie si longtemps ? C'est l'habitude chez nous, 3 carèmes. » Et l'on passa à des sujets qui intéressaient entre tous Daria Alexandrovna. La femme avait-elle eu des couches faciles ? Quelle maladie avaient eu ses enfants ? Où était son mari ? Venait-il souvent la voir ? Daria Alexandrovna ne pouvait s'arracher à la conversation. Elle prenait plaisir à causer avec ses femmes et à constater que leurs intérêts étaient identiques. Ce qui la toucha le plus, ce fut de voir que toutes s'extasiaient devant le nombre et la beauté de ses enfants. Les paysannes firent rire Daria Alexandrovna et vexèrent l'Anglaise qui se sentit la cause d'une hilarité dont elle ne pouvait comprendre le vrai motif. Une des jeunes paysannes l'observait pendant qu'elle se rhabillait après les autres. Lorsqu'elle enfila son 3e jupon, elle ne put se tenir de dire « Ce qu'elle en met, on n'en verra pas la fin. » Toutes alors partirent dans de grands éclats de rire.